Vous écoutez le RTM, il est 13h. Le journal Siaka Konaté. Mali Actualité, deuxième édition, le titre. Inauguration hier du complexe agroalimentaire de l'ancien footballeur international Seydou Keita. Le président de la transition salue la reconversion de l'ancien capitaine des Aigles dans l'entrepreneuriat et son engagement patriotique à travers cet investissement de 14 milliards qui va créer 400 emplois directs. Le colonel Assimi Goïta a d'autre part reçu une délégation de la Corporation fédérale russe de l'énergie atomique Rosatom au centre de leur entretien les projets énergétiques et miniers qui lient les deux pays. On peut désormais passer la commande d'hydrocarbures sans se déplacer, cela grâce à Bisolution, une application lancée hier. En Mauritanie, les manifestations post-électorales ont fait 3 morts. En Tunisie, l'élection présidentielle se tiendra le 6 octobre prochain. Aux États-Unis, des poids lourds du camp démocrate appellent le président Joe Biden à retirer sa candidature à l'élection présidentielle. En Inde, une bousculade fait plus de 120 morts lors d'un rassemblement religieux. Sport football, le FC Diarra de Bamako et l'Étoile du Mandé de Koulikoro joueront la saison prochaine en Ligue 1. Les Aigles Espoirs préparent les Jeux Olympiques Paris 2024. Euro 2024, on connaît depuis hier les affiches des quarts de finale. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition mise en onde par Astan Kamara et mise en ligne par Marcel Tessougué. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a inauguré hier le complexe agroalimentaire de la société SDA de l'ancien footballeur international et capitaine des Aigles Seydou Keita, réalisé à hauteur de 14 milliards de francs CFA et implanté dans la commune de Sanankourouba, à une trentaine de kilomètres de Bamako sur la route de Sikassou. Le complexe va créer 400 emplois directs. Il va produire de l'huile végétale alimentaire, de l'aliment bétail, aliment volaille, des bidons plastiques et du savon, le tout alimenté par une centrale solaire de 2 MW. Le président a félicité le promoteur qui a répondu à son appel pour investir au Mali. Le colonel Assimi Goïta s'est réjoui de voir un des axes du programme présidentiel se concrétiser avec un particulier. Il est au micro de Sira Bachili. Je tiens à féliciter M. Seydou Keita, ancien capitaine des Aigles du Mali, pour son engagement dans le développement du football malien. M. Seydou Keita a fait ses preuves sur le plan national ainsi que sur le plan international. Et je voudrais aussi saluer et féliciter sa reconversion du capitaine du ballon rond au capitaine d'industrie. Et comme on le dit dans la vie, il y a deux choses qu'on ne peut pas arrêter, le temps et le changement. Donc je le félicite pour avoir cette vision de se projeter dans le temps et dans l'espace. Je voudrais aussi féliciter son engagement patriotique, car je place cette cérémonie sous le signe d'un engagement patriotique. Il y a de cela quelques années, lors de la pause de la première pierre de l'usine de cimenterie à Djo, à Kati, j'avais lancé un appel vibrant à toutes les Maliennes et à tous les Maliens de la diaspora, en les invitant à venir contribuer à la construction de notre pays qui traverse un moment particulier, à investir dans les projets porteurs de croissance et de développement. Et aujourd'hui, cela est une réalité et M. Seydou Keita a répondu à cet appel. La réalisation de cette usine est conforme à notre vision qui est de promouvoir le développement endogène de notre pays, c'est-à-dire la production sur place, la transformation sur place et la consommation. Et je voudrais effectivement l'encourager à persévérer dans ce sens. Et surtout, cette usine, ce complexe agro-industrie Seydou Djoko Awa, avec ses 400 emplois directs et plus de 10 000 emplois indirects, va positivement impacter le quotidien de nos concitoyens et réduire le taux de chômage au Mali. Mais le plus important aujourd'hui, notre vision, c'est-à-dire promouvoir notre souveraineté alimentaire. Et je pense qu'aujourd'hui, la réalisation de cette usine est un pas vers notre souveraineté alimentaire, avec la production de l'huile végétale alimentaire, la production d'aliments bétail et de tourteaux, la production de beurre de qualité. Tout cela va nous permettre effectivement de développer cette souveraineté que nous devons développer
dans tous les secteurs. Retirer la disponibilité du gouvernement à l'accompagner dans la mesure du possible pour la réussite de ce grand projet Gigantes. Et je voudrais encore une fois de plus relancer l'appel vibrant à toutes les Maliennes et à tous les Maliens de la diaspora de venir investir au Mali. Le changement du Mali, c'est maintenant. Le Mali Courage se passera forcément avec l'industrialisation. Après l'inauguration du complexe agroalimentaire Seydou Diogo Awa, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu dans l'après-midi en audience une délégation de la Corporation fédérale russe de l'énergie atomique Rosatom. Les projets énergétiques et miniers qui lient les deux parties ont été passés au point fin avec un accent particulier sur les questions liées à l'énergie nucléaire. Auparavant, au cours d'une séance de travail tenue au ministère de l'économie et des finances, Maliens et Russes avaient signé 3 mémorandums d'entente relatifs justement au secteur du nucléaire. Reportage Yaya Konati. C'est un des principaux acteurs du marché du nucléaire au niveau mondial et un partenaire stratégique du Mali en matière d'énergie. Entre notre pays et la Corporation fédérale russe de l'énergie atomique Rosatom, il existe en effet un cadre de collaboration balisé par une feuille de route signée à Sochi en mars dernier. La visite au Mali d'une délégation de la Corporation s'inscrit dans ce cadre. Entretien avec le président de la transition, chef de l'État, sur une coopération basée sur le respect mutuel. Nikolai Nikolaevitch Spassky, directeur général adjoint de la société Rosatom. La République du Mali, pour mon pays, est un pays ami et un partenaire stratégique. Mon organisation, la Corporation d'État Rosatom, fait une partie centrale dans le cadre de cette coopération stratégique entre les deux pays. C'est une grande responsabilité. De coopération dans le domaine du nucléaire, il en a été question au cours de cette audience. Lors d'une séance de travail tenue au ministère de l'économie et des finances, Maliens et Russes ont en effet signé 3 mémorandums d'entente dans le domaine du nucléaire. Le premier porte sur la coopération dans l'évaluation et le développement de l'infrastructure nucléaire au Mali. Le deuxième sur la formation des cadres maliens dans le domaine de l'industrie énergétique nucléaire et dans les domaines connexes. Quant au troisième, il est relatif à la sensibilisation du public dans le cadre de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et dans les domaines connexes au Mali. Nikolai Nikolaevitch Spassky, directeur général adjoint de la société Rosatom. La création de la génération nucléaire a besoin de préparations comme les réseaux, la législation, la régulation, choses suffisamment difficiles pour préparer, pour préciser, et plus bien sûr un projet dans le domaine de l'énergie nucléaire peut être réalisé seulement si on a le support et la solidarité du peuple. C'est une condition essentielle. Donc, aujourd'hui, nous commençons ces travaux pour pouvoir, en année 30, si cette décision est prise par votre président, nous serons prêts à lancer ce projet. Grâce à la coopération avec Rosatom à travers notamment sa filiale Novawind, le Mali est désormais doté d'un plan de développement énergétique à l'horizon 2030 et les études se poursuivent pour repousser cet horizon à 2040. Novawind, c'est justement la société chargée de la construction de la centrale solaire photovoltaïque de Sanankoroba, société avec laquelle d'autres projets sont en cours de gestation dans le domaine des énergies renouvelables. Nikolai Nikolaevitch Spassky, directeur général adjoint de Rosatom. Le projet de la centrale photovoltaïque Sanankoroba est un projet pilote, le premier projet dans ce domaine. C'est un projet important, mais c'est la première phase de la création de la génération solaire dans la République du Mali. Donc, après, nous avons déjà défini la deuxième étape, la troisième, avec 6 l'énergie solaire, 6 l'énergie éolienne, et donc, comme but stratégique, bien sûr, nous parlons de l'énergie nucléaire. Qu'il s'agisse des questions liées aux énergies renouvelables, à l'énergie nucléaire, à l'enseignement supérieur ou au secteur minier, Maliens et Russes sont menés des discussions dans une grande convivialité et ont convenu de les poursuivre avec le même enthousiasme dans l'intérêt bien compris des deux parties.
Après la coopération Mali-Russie, nous nous intéressons maintenant à celle qui lie les Mali au Japon. Le Mali, à travers le commissariat à la sécurité alimentaire, dit merci au pays du soleil levant pour ses nombreux appuis à la lutte contre l'insécurité dans notre pays. Les derniers en date est le don de plus de 2700 tonnes de riz offertes à notre pays pendant la période de soudure. La cérémonie a été suivie par Abdul Karim Kaba. L'appui du Japon au Mali est important et diversifié. En témoignent les 2777 tonnes de riz au Mali pendant cette période de soudure. Erdogan Ag Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. C'est pourquoi nous tenons à nous associer au programme alimentaire mondial pour exprimer ensemble notre sincère gratitude et notre profonde reconnaissance pour l'assistance alimentaire et nutritionnelle fournie par votre pays aux communautés vulnérables du Mali. Cette aide est un véritable bouclier protégeant les communautés des effets dévastateurs de l'insécurité alimentaire et des changements climatiques. Eric Perdisson, directeur pays du PAM au Mali. Le soutien indéfectible du peuple du Japon dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle est inestimable. Cette nouvelle contribution d'environ 2,6 milliards de francs CFA est un témoignage éloquent de votre solidarité envers les populations vulnérables au Mali, en collaboration avec le gouvernement du Mali pour atteindre l'objectif de fin zéro. L'occasion est bonne pour le diplomate japonais de revenir sur la nature du don. Hideki Uzuno, ambassadeur du Japon au Mali. Ces financements permettront au PAM de distribuer aux bénéficiaires des bons électroniques alimentaires pendant la période de soudure. Tout en contribuant au développement de l'économie locale, cette modalité d'assistance permettra également aux bénéficiaires de choisir leur repas préféré. Tous ont salué l'excellente relation entre les deux pays. Pour eux, le don est un trait d'union entre le peuple japonais et malien. Lancement hier de l'application B-Solution, c'est une plateforme numérique qui permet de faciliter la livraison des hydrocarbures. Une application qui, en un clic, permet de passer la commande et d'avoir la marchandise sans se déplacer. La cérémonie de lancement était présidée par le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Il avait à ses côtés celui de l'industrie et du commerce. Les points avec Bemba Sibi. Faciliter l'accès aux hydrocarbures aux particuliers et aux entreprises grâce au numérique, c'est le pari ambitieux lancé par les promoteurs de la plateforme numérique B-Solution qui vient d'être lancé. Boubacar Ba, PDG de B-Solution. Le Mali est en pleine expansion économique. Malgré les difficultés énergétiques du monde, nos entreprises se développent, nos infrastructures s'améliorent et nos citoyens deviennent de plus en plus connectés. L'accès fiable et efficient au carburant reste un défi majeur pour beaucoup, qu'ils soient des particuliers ou des entreprises. C'est pour répondre à ce besoin crucial que nous avons créé cette application intuitive B-Solution. B-Solution offre donc plus de temps pour les entreprises et plus de commodité pour les particuliers. L'application permet de passer sa commande et se faire livrer en toute simplicité. Pour ce faire, l'entreprise a mis en place toute une flotte de véhicules spécialisés dans le transport d'hydrocarbures avec des professionnels. Alamdou Ag Ilien, ministre de l'économie numérique. Une entreprise innovante qui va avoir quelques aspects très importants pour notre peuple. D'abord la rentabilité économique, la sécurisation et puis l'innovation. Telles sont les clés de l'avenir. En plus, ça va aussi augmenter la souveraineté du pays. Parce que tout ce qui fait du bien au peuple ou qui résout les problèmes fondamentaux du peuple augmente la souveraineté de l'État. Et l'inviter très prochainement à la semaine du numérique du Burkina Faso bientôt, où tous les États de l'AES vont se retrouver. Ceci pour promouvoir cette innovation dans la distribution de carburant. Pour accéder au service, il suffit de télécharger l'application, passer votre commande et attendre la livraison. Et le service est gratuit. La cérémonie de lancement a servi de cadre à une tombola entre les invités. Le premier et deuxième, chacun a reçu 100 litres de carburant et le troisième, 50 litres. À l'étranger, en Mauritanie, les contestations post-électorales ont fait leurs premières victimes. Selon le ministère de l'Intérieur, 3 personnes sont mortes lundi dernier lors des manifestations organisées par l'opposition à travers le pays.
Plusieurs manifestants ont également été blessés dans les affrontements avec les forces de sécurité. L'opposition conteste la victoire du président sortant Mohamed Ould Ghazouani au scrutin présidentiel de samedi dernier. Son principal adversaire Biram Da Abeid, le militant anti-esclavagiste, dénonce ce qu'il appelle un coup d'État de la commission électorale. Manifestation en Mauritanie, manifestation également au Kenya. Plusieurs centaines de personnes ont battu hier les pavés dans plusieurs villes du pays, dont la capitale Nairobi, pour réclamer la démission du président William Ruto. Cela après le retrait de la loi de finances imposant de nouvelles taxes. La police annonce avoir arrêté plus de 270 personnes soupçonnées d'avoir commis des actes criminels, pillages et dégâts matériels. Les forces tchadiennes affirment avoir neutralisé plus de 70 terroristes de Boko Haram au cours d'une opération qu'elles ont menée la semaine dernière dans la région du lac Tchad. Elles ont également détruit 5 campements du groupe terroriste nigérian. Les forces de défense et de sécurité étaient appuyées par une unité des forces d'intervention rapide, selon un communiqué de l'état-major général de l'armée tchadienne. En Tunisie, l'élection présidentielle se tiendra le 6 octobre 2024. La date a été annoncée hier par un décret du président Kais Saïd, mais le chef de l'État tunisien n'a pas précisé s'il briguerait un nouveau mandat. Il est au pouvoir depuis 2019. États-Unis, le camp démocrate s'interroge sur l'état de santé du président Joe Biden et sa capacité à diriger le pays. Des poids lourds et parlementaires démocrates l'appellent à retirer sa candidature à un second mandat. Ainsi, le parlementaire texan Lloyd Doggett espère qu'il prendra la décision difficile et douloureuse de se retirer. L'ancienne présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, estime qu'il est légitime de se demander s'il s'agit d'un simple épisode ou d'un état durable. La porte-parole de la Maison-Blanche a indiqué que le président Biden sait comment rebondir tout en rejetant l'idée d'un test cognitif. Biden, qui doit rencontrer aujourd'hui les gouverneurs démocrates. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, également président en exercice de l'Union européenne, était en visite hier en Ukraine. Il a appelé le président ukrainien Vladimir Zelensky à considérer rapidement la possibilité d'un cessez-le-feu avec la Russie, mais son interlocuteur n'a pas réagi à cette proposition. Les dirigeants ukrainiens ont insisté sur la nécessité d'apporter une paix juste à l'Ukraine et à l'ensemble de l'Europe. Le président Zelensky a appelé la Hongrie et son Premier ministre à se joindre aux efforts déployés en vue de l'organisation d'un nouveau sommet pour la paix par l'Ukraine. L'Inde endeuillée par la mort de plus de 120 personnes lors d'un rassemblement religieux à Artras, localité située à 150 km de New Delhi. Les victimes ont péri dans une bousculade provoquée par une violente tempête de poussière. Elles étaient venues écouter Bol Baba, le sermon dont un prédicateur hindou. Les autorités mettent en cause un trop grand nombre de participants par rapport à ce qui avait été autorisé. Le Premier ministre Narendra Modi a annoncé une compensation de $2 400 pour les familles des victimes. Un journal qui annonce la page espoir de cette édition, Euro 2024 en Allemagne. Les huitièmes de finale ont pris fin hier et on connaît désormais les affiches des quarts de finale. Jeux olympiques Paris 2024, l'équipe olympique malienne poursuit sa préparation au plan national. Toujours en football, on connaît désormais les deux équipes qui vont jouer la saison prochaine en première division. Il s'agit du FC Diarra et de l'Étoile du Mandé. Les résumés de l'actualité sportive avec Aridou Matira. Tournoi de montée en première division, le FC Diarra, le représentant de la Ligue du district de Bamako, évoluera la saison prochaine dans l'élite. Pour la première fois de son histoire, hier au compte de la 4e et avant-dernière journée dans le groupe A qui comprend 5 équipes, le Sigui de Caille s'incline 1-0 devant Avenir de Tombouctou et victoire 1-0 du centre malano-belge de Mopti face à Elwish de Kidal qui devait absolument gagner et s'offrir une finale lors de la dernière journée contre le FC Diarra qui compte 9 points et qui a été exempté lors de cette 4e journée. Mais avec la défaite d'Elwish lors de la 4e journée, le FC Diarra est assuré de terminer en tête, même en cas de défaite lors de la dernière journée face à Elwish.
Il en est de même pour l'Étoile du Mandé, le représentant de la Ligue de football de Koulikoro, qui a décroché son ticket dans le groupe B. Les nouvelles des Aigles U23 en regroupement au Centre pour sportifs d'élite Ousmane Bleni Traoré de Kabala. En attendant la publication de la liste définitive des 22 joueurs cette semaine devant participer aux Jeux Olympiques à Paris, les 28 joueurs présélectionnés et qui sont à l'internat depuis plus d'une semaine apprécient la première phase de préparation et entendent briller aux Jeux de Paris. Kouli Sako, milieu de terrain, est au micro de Famrou Djourté. Le groupe il se porte bien, il y a une bonne ambiance, on travaille bien et on sait que les Jeux ça va être très très spécial à Paris. Lassine Diarra, gardien de but des Aigles U23. Actuellement ça va, on ne se plaint pas, tout va bien, on mange bien, on se repose bien. On a les équipements pour travailler bien, ça va. Et nous, on part aux yeux pour remporter les médailles. La semaine prochaine, l'équipe olympique quitte Bamako pour la France en vue de la seconde étape de la préparation qui sera marquée par 2 matchs amicaux contre le Stade Malherbe de Caen, club de Ligue 2 française, et contre Bobigny, club de National. Logé dans le groupe D, le Mali jouera son premier match le 24 juillet contre l'Israël avant d'affronter le Japon et le Paraguay. Sur le continent, le tirage au sort des matchs de poule des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 est prévu demain jeudi à Johannesburg, en Afrique du Sud. 48 nations, dont le Mali, seront réparties dans 12 groupes de 4 équipes. Les éliminatoires débuteront en septembre 2024. Euro 2024, les 2 derniers huitièmes de finale ont été joués hier mardi. Les Pays-Bas ont battu la Roumanie 3-0 et victoire de la Turquie aux dépens de l'Autriche. Ainsi, le programme des quarts de finale se présente comme suit. Vendredi, l'Espagne sera face à l'Allemagne à partir de 16h. Et à 19h, la France jouera contre le Portugal. Et samedi à 16h, l'Angleterre affronte la Suisse. Et à 19h, les Pays-Bas croiseront la Turquie. Chronique de l'environnement. Une chronique qui s'intéresse aujourd'hui au bal des costumes traditionnels organisé par l'ORTM samedi dernier au CICB. Cette soirée a été un succès retentissant, non seulement grâce à la richesse culturelle des tenues et des danses, mais aussi grâce à l'excellent travail abattu par l'entreprise Macro-Wast chargée de l'assainissement des lieux. C'est une réalisation de Agibou Koulibaly. L'ORTM a une fois de plus rassemblé les passionnés de la culture traditionnelle lors d'un bal de costumes qui s'est tenu ce week-end au CICB. Entre la diversité des costumes, les mélodies agréables et les danses et mets traditionnels, cet événement a été une célébration vivante de notre patrimoine. Une haute équipe travaillait dans l'ombre pour assurer la propriété des lieux, Macro-Wast. Grâce à son intervention, les lieux sont restés propres du début à la fin de la soirée, selon certains participants. Je suis très impressionné par la propreté des lieux. Cela fait plaisir de voir que tout le monde a respecté l'environnement. Je suis heureux de constater que l'ORTM et Macro-Wast ont pris des mesures pour que les lieux restent propres. Cela montre un réel engagement envers notre communauté. Pour le superviseur de l'équipe de ramassage des déchets, coordonner une équipe pour un événement de cette envergure est un défi. Ousmane Dambélé, superviseur à Macro-Wast. Leur travail aujourd'hui, ça consiste à sillonner l'esplanade et à voir les déchets, les plastiques, les bidons vides et autres, à les ramasser pour les mettre dans les poubelles. Donc moi, je vais à ce qu'ils puissent faire le tour comme ça se doit, leur donner des consignes, superviser comment ils sont en train de travailler afin de s'assurer que nous puissions atteindre nos objectifs. Selon le président directeur général de Macro-Wast, c'est une responsabilité que nous prenons très au sérieux car la propriété est essentielle pour le bien-être de tous. Lamine Dambélé. Et ce soir, c'est la soirée culturelle du Mali en partenariat avec l'ORTM. Donc nous aussi, on a décidé de venir ici. La propriété exemplaire assurée par Macro-Wast a permis à tous les participants de profiter pleinement de l'événement. Cet engagement pour un environnement propre montre que tradition et modernité peuvent cohabiter harmonieusement, offrant ainsi une expérience enrichissante pour tous. Une belle leçon pour l'avenir de nos célébrations culturelles. C'est donc la fin de cette édition présentée par Chaka Konati avec la collaboration d'Ousmane Dao pour la réalisation, d'Astan Kamara pour la mise en onde, de Marcel Tessugué pour la mise en ligne. Une édition à retrouver sur www.ortm.ml. Restez à l'écoute pour pouvoir suivre les avis et communiquer avec Astan Tangara. Merci de nous avoir suivis et bonne écoute radiophonique.